Alors que la Seconde Guerre mondiale se finissait tout juste, les pilotes et ingénieurs du monde entier voulaient répondre à une seule question. Est-il possible de voler à la vitesse du son et même au-dessus ? Aujourd'hui, nous revenons sur la folle course qui a donné naissance au vol supersonique. Nous sommes le 27 avril 1944 sur le terrain d'essai de Farnborough, dans le sud de l'Angleterre. C'est sur cet aérodrome que s'est établi le Royal Aircraft Establishment, chargé de faire la recherche en aéronautique et mener des vols d'essai. Ce jour-là, le squadron leader Tony Martindale grimpe dans un Spitfire 11 pour un test de plongeon à grande vitesse. Il se stabilise à 40 000 pieds, allume la caméra de bord avant de faire un plongeon à pleine vitesse. Au fur et à mesure de la descente rapide, il réduit les gaz. Alors qu'il passe sous les 27 000 pieds et commence à envisager de redresser, une violente explosion se fait entendre et secoue l'avion. Les vibrations augmentent et tandis que la verrière noircit, il devient impossible de voir à l'extérieur. Martindale se dit qu'il est beaucoup trop rapide pour s'extraire du cockpit, il ne peut donc que rester à bord le temps que la vitesse se réduise suffisamment. Il commence à tirer le manche doucement, et en regardant à travers un endroit propre de la verrière, derrière lui, il constate qu'il est en montée. Alors que la vitesse se réduit fortement et que les vibrations disparaissent, il est maintenant possible pour lui de se parachuter hors de l'avion. Mais il constate que l'avion répond bien et que peut-être, pour sauver les données de la caméra et étudier le phénomène qui vient de se produire, il pourrait rejoindre la base en planant. Il se pose finalement sans encombre sur le terrain de Farnborough, où on constate les dégâts. Le moteur semble avoir totalement explosé, répandant de l'huile sur la verrière. Les données extraites de l'avion révèlent que Tony Martindale a atteint Mach 0,92 et a donc frôlé la vitesse du son. Martindale retentera l'expérience quelques mois plus tard, mais cette fois, son avion prendra feu. En tentant d'atterrir, il se crache et, blessé dans un avion en flammes, il parvient tout de même à récupérer le film de la caméra avant de s'en extraire. D'autres tentatives auront lieu pour tester les limites, notamment des P-51 Mustang, mais le vol de Martindale à Mach 0,92 restera officiellement celui qui s'est le plus approché du mur du son pour un avion à piston de l'époque. Durant la Seconde Guerre mondiale, et surtout du côté allemand, plusieurs pilotes s'approcheront ou diront avoir passé le mur du son. C'est le cas des Américains Harold Comstock et Roger Dyer, ou des Allemands Hans Müttke, Heini Dietmar ou encore Lothar Sieber, dont on pense qu'ils ont approché le mur du son sans toutefois en apporter la preuve. En 1943, le projet M52 britannique est lancé pour concevoir un avion à réaction qui serait, théoriquement, capable d'atteindre au moins Mach 0,95. Le projet, qui s'annonce prometteur et très en avance sur son temps, est tout de même mal engagé à la fois sur le plan technique mais aussi politique. Conçu pour passer le mur du son initialement, les études préliminaires sont pessimistes sur cet objectif, en plus de relever des problèmes de stabilité à basse vitesse. En 1945, il est envisagé de le doter d'un moteur fusée, ce qui augmenterait sa masse, mais également sa poussée. Après des tests peu concluants de maquettes larguées par un bombardier Mosquito et de grandes passes d'armes administratives et politiques, le projet M52 britannique sera finalement abandonné, mais les données obtenues des tests en soufflerie et en vol finiront sur le bureau des Américains de la firme Bell, qui s'en serviront pour le développement de leur futur X-1. En parallèle, les Britanniques cherchent à concevoir des avions civils qui assureraient leur indépendance aéronautique. Dans les tiroirs de la firme de Havilland, un projet d'avion civil à très haute vitesse prend forme. Afin de tester les différentes formes d'ailes que cet avion pourrait adopter, on conçoit deux prototypes, l'un doté d'ailes droites conventionnelles, le DH-106, et l'autre doté d'ailes en flèche. Nommé le DH-108, il sera piloté pour ses vols d'essai par Geoffrey de Havilland Jr. Le 27 septembre 1946, il réalise le second vol du DH-108 avec comme objectif de battre un record absolu de vitesse. Il se place à 10 000 pieds au-dessus de l'estuaire de la Tamise et plonge à la verticale, atteignant une vitesse maximale de 0,87 avant de redresser et voler à 1046 km/h en vol horizontal. Plus tard dans le vol, pour une raison encore peu claire, les ailes se seraient détachées,
entraînant la dislocation totale de l'avion et la mort de son pilote. En 1943, aux États-Unis, la firme Bell commence à plancher sur un avion-fusée expérimental capable de passer le mur du son. Nommé XS-1, il est en concurrence avec un autre projet, le Douglas D-558-1 Skystreak. Le XS-1 s'inspire fortement du M52 britannique, avec un fuselage allongé, et qui théoriquement pourrait structurellement supporter un facteur de charge de plus de 18 G. À l'arrière, 4 moteurs fusées actionnés séparément peuvent fournir une forte poussée à l'avion pour un total de 5 minutes. Initialement, on imaginait qu'il pourrait décoller de lui-même pour réaliser son vol, mais la masse de carburant et la complexité même du XS-1 forcent Bell à utiliser un avion porteur. Son premier vol d'essai a lieu en janvier 1946 sous le fuselage d'un bombardier B-29. Le pilote Jack Woolhams réalise plusieurs vols planés du XS-1 dans le ciel de Californie et le prototype se révèle prometteur. Malheureusement, Woolhams est tué dans un vol de P-39 et est remplacé par un autre pilote, Chalmers Goodlin. Au fur et à mesure des vols planés, l'avion est amélioré, particulièrement sur l'épaisseur de ses ailes. Et c'est le 11 avril 1947 que le XS-1 réalise son premier vol motorisé dans les mains de Goodlin et plusieurs autres par la suite. Le but n'est pas tout de suite de tenter de passer le mur du son, mais d'étudier le comportement du XS-1 au fur et à mesure qu'il consomme son carburant. En effet, cela a tendance à changer l'équilibre de masse de l'avion et peut rendre le pilotage compliqué. Après de nombreux vols de test, le XS-1 est finalement remis aux mains de l'US Army Air Force. On sélectionne les pilotes d'essai militaires qui tenteront de passer le mur du son avec l'engin. Le capitaine Charles Yeager sera le pilote d'essai principal, le lieutenant Robert Hoover sera son remplaçant, et le capitaine Jack Ridley sera l'ingénieur du projet. Charles Yeager, qu'on appelle plus communément Chuck, est un jeune pilote d'essai qui a démontré sa réactivité et ses talents de pilote de nombreuses fois. Il débute en tant que pilote de chasse sur P-39 et P-51 durant la Seconde Guerre mondiale, où il s'illustre en abattant plusieurs avions allemands et gagne le titre d'As. Fort de ses 60 missions de combat, il se reconvertit ensuite vers une carrière de pilote d'essai en se formant sur un P-80. Il fait son premier vol plané à bord du XS-1 le 6 août 1947 pour tester les capacités de l'engin, et le 29 août, il fait pour la première fois un vol d'essai propulsé où il atteint Mach 0,85 contre les ordres de sa hiérarchie qui lui avait interdit de dépasser 0,82. Le vol se passe bien, mais il constate, comme lors de toutes les tentatives précédentes dans l'histoire, qu'à l'approche du mur du son, l'avion a tendance à subir de fortes secousses et piquer du nez. Durant d'autres essais, il tente de contrôler l'avion à Mach 0,94, mais à cette vitesse, une onde de choc sur les ailerons rend le contrôle de ceux-ci presque impossible. Quelques modifications techniques y sont apportées en conséquence. On remarque également que de la glace se forme sur la verrière, ce qui peut poser problème pour atterrir en toute sécurité. Heureusement, Yeager est aidé par un pilote de P-80 qui guide le XS-1 vers la piste. Finalement, on fixe la date du 14 octobre 1947 pour la première tentative de passage du mur du son, mais le 12 octobre, Chuck Yeager se blesse en tombant d'un cheval. Il se fracture 2 côtes. Inquiet de ne pas pouvoir voler et devenir le premier homme à passer le mur du son, il cache l'information à l'Air Force et se fait examiner par un médecin privé. Il pense pouvoir réussir le vol, mais ses blessures peuvent poser problème pour fermer la porte du XS-1 après avoir embarqué et juste avant le largage. Jack Ridley lui propose alors une solution. Il découpe un morceau de manche à balai qui lui servira de levier afin qu'il puisse verrouiller la porte avec son bras gauche encore valide. Le 14 octobre donc, le B-29 et sa précieuse cargaison décollent pour tenter ce passage du mur du son. Yeager est dans le cockpit du bombardier et à 12 000 pieds, tandis que l'avion monte encore, il utilise un ascenseur spécial et s'installe dans son XS-1, baptisé Glamorous Glennis, en l'honneur de sa femme. À l'altitude de 25 000 pieds, le B-29 largue Yeager et son avion qui plonge ensuite pour maintenir une bonne vitesse avant l'allumage des propulseurs. Mais la vitesse de largage est très faible, et c'est au bord du décrochage que Chuck Yeager allume 2 des propulseurs du XS-1. Rapidement, il s'engage dans une montée à Mach 0,88 et une altitude de 36 000 pieds.
Il réduit alors les gaz à 50%, mais l'accélération le mène maintenant à Mach 0,92. Il se stabilise à 42 000 pieds, puis allume les 2 propulseurs restants. Il atteint alors Mach 0,96, déjà un record pour l'époque, mais continue. Les vibrations se calment et soudainement, le Mach-mètre fait un bond hors limite. Dans toute la région, un grand bang est entendu. L'avion est parfaitement contrôlable tandis qu'il vole à Mach 1,06. Il finit son vol historique en planant et se pose sans encombre sur la base de Muroc. L'événement est tenu secret par l'armée américaine jusqu'en décembre 1947, où le magazine Aviation Week révèle l'exploit de Yeager au monde entier. Suite au succès de ce vol, les tests du XS-1 continuent, avec, entre autres, Yeager aux commandes. Le 26 mars, il atteint Mach 1,45. Le 3 août 1949, le major Frank Everest place le record d'altitude de l'avion à 71 902 pieds. Les variantes du XS-1, qui deviendra le X-1, et les avions de combat supersoniques qui seront produits grâce à lui, dont le F-86 Sabre, vont créer des vents de panique chez les habitants vivant aux alentours des bases où les tests ont lieu. De la fin des années 40 au début des années 50, ils subiront toute une flopée de bangs supersoniques tout au long de la journée. C'est le cas également dans d'autres parties du monde puisque les Russes, les Britanniques et les Français réalisent eux aussi des vols supersoniques avec leurs propres avions. Le 6 septembre 1948, la légende anglaise de l'aviation John Derry passe le mur du son à bord d'un DH-108. De leur côté, les soviétiques franchissent le mur du son en décembre 1948 lorsque leur LA-176, piloté par Ivan Fyodorov, atteint Mach 1,02 en piqué. Alors que l'américaine Jackie Cochran devient la première femme à passer le mur du son le 18 mai 1953 à bord d'un Sabre, la française Jacqueline Auriol le passe également le 15 août 1953 sur un Mystère II. 5 ans après avoir franchi ce mur, qui finalement n'en était pas un, les pilotes d'essai et les ingénieurs visent maintenant Mach 2. À la fin de 1953, Scott Crossfield devient le premier homme à voler à 2 fois la vitesse du son à bord d'un Douglas D558-2 Skyrocket. Désormais, le vol supersonique se banalise et nombre d'avions militaires de série américains, soviétiques, britanniques et français sont capables de le réaliser. La course à la vitesse dans l'aviation ne se fait pas que du côté militaire. Alors qu'à la fin des années 60, le programme X-15 permet à des pilotes d'essai de voler à plus de 6 fois la vitesse du son et à une altitude frôlant celle de l'espace, des projets d'avions de ligne supersoniques émergent dans plusieurs pays. Les Français et les Britanniques planchent sur le Concorde et les Russes sur le Tu-144. Les 2 appareils seront produits, mais les rêves et folies d'ingénieurs se feront rattraper par la réalité. La consommation massive de carburant et la nuisance sonore et environnementale de ces avions ne conviennent tout simplement pas à une utilisation régulière et peu chère. C'est aujourd'hui la même problématique pour les projets qui sont régulièrement évoqués dans des articles de presse. Un avion supersonique ou hypersonique ne peut techniquement pas surmonter ces obstacles. Quant aux avions militaires, et nous l'avons vu avec la fin du SR-71 Blackbird, avion de reconnaissance le plus rapide n'ayant jamais existé, il n'y a aujourd'hui que très peu d'intérêt à ce qu'ils soient hypersoniques. Pour atteindre ces vitesses, le mieux est de les attacher à une fusée, et au bout de plusieurs Mach, ils se heurteront au mur de la chaleur, causée par la friction. Il faut donc qu'ils soient conçus de manière à supporter une chaleur extrême, mais à de telles vitesses, ils sont également peu manœuvrants. Un avion hypersonique n'est donc qu'un missile avec des humains dedans, ce qui n'a que peu d'intérêt. Aujourd'hui, avec la flambée des prix du pétrole et les problèmes de nuisances sonores, il est inconcevable qu'un avion civil supersonique ou militaire hypersonique ne voit le jour dans un futur proche. Des essais sont tout de même menés par les armées américaines et russes, mais les applications réelles, comparées à la complexité de ces programmes d'essais, montrent que ce ne sont que des démonstrations de force sans véritable potentiel. Le vrai terrain militaire de demain est l'espace, où ni le son, ni la chaleur ne sont un problème.
J'espère que vous aurez aimé cette vidéo sur les prémices du vol supersonique, et si c'est le cas, merci à celles et ceux qui laisseront un pouce en l'air et un petit commentaire de remerciement. Cet épisode a évidemment été réalisé en hommage au général Chuck Yeager, même si ce n'était pas un portrait de lui, car je préférais me concentrer sur l'histoire de l'exploit lui-même. Peut-être, ce n'est pas à exclure, qu'une vidéo sur lui sortira un jour, mais pour le moment c'est pas prévu. Je vous encourage fortement à aller dans la description où vous trouverez le livre qui m'a servi de source principale et qui regorge d'informations sur le sujet, ainsi que ma vidéo sur Jacqueline Auriol qui relate la course à la vitesse entre la pilote française et sa rivale américaine qui était coachée par Yeager. Dans tous les cas, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Stardust. Ciao!